Merci, alors on continue avec les travaux. On est presque à la fin de notre 3 jours. J'invite Kazimierz Waluk, je m'excuse pour la prononce, membre del Traditional Sport della Pologne. Il Traditional Sport, un progetto globale per la promozione degli sport e dei giochi tradizionali. A te la parola, se preferisci senza microfono, basta che parli forte o il microfono. Je préfère le contact direct. Alors, si c'est possible de ne pas utiliser les microphones, ça serait bien, c'est mieux pour moi. Tu parles fort. Ouais, d'accord. Alors, je ne sais pas. Et alors, je vais parler en français parce que ça c'est le modèle de psychologue. Au début, je voudrais remercier les organisateurs, surtout de m'avoir invité à Psychologue Fantastique parce qu'il y a vraiment des interventions extraordinaires. Moi, je suis vraiment content et ravi même de pouvoir participer, mais spécialement de pouvoir présenter ce projet. Parce que ça c'est le projet. Pourquoi ce projet est très important pour moi personnellement? Parce que ça c'est le résultat de mon intérêt personnel, parce que j'ai pratiqué le sport depuis des années, mais aussi ça c'est le résultat de mon travail scientifique à l'université, parce que je m'occupe de la culture en général, des relations de la culture à le niveau international, alors la présence de la culture au niveau international. C'est pourquoi tout le monde nous raconte des histoires sur des procès, par exemple globalisation, vous connaissez des mots bien sûr, des globalisations, des assimilations, de diffusion culturelle, de choc culturel, etc. C'est extrêmement intéressant et ça c'est mon champ d'intérêt dans mon recherche scientifique. Mais le projet, c'est quelque chose d'autre. Le projet, ça c'est, je peux dire, la mise en œuvre, c'est la mise en pratique de cette recherche. Alors pourquoi? Parce que on a mentionné beaucoup des scientifiques auparavant, au début, la première intervention, vous avez expliqué très bien les procès, alors je ne reviens pas à ce sujet-là. Ça veut dire des procès de globalisation qui influencent le niveau local. C'est normal, c'est sûr, nous connaissons tout le monde que le procès se déroule, mais en même temps, le règle de la diffusion culturelle est très clair, parce que l'échange est toujours réciproque, bien sûr pas égal, mais réciproque. Alors s'il y a des influences de niveau global, il y a aussi une influence de niveau local. Alors comment on peut mesurer, c'est pas possible, mais comment on peut voir cette influence, comment on peut réaliser, comment on peut atteindre ce but de transmettre la valeur de niveau local au niveau global. Ça c'est une sorte voilà, ça c'est le but. Comment on peut se voir? Alors, j'ai mélangé deux choses. Alors, la culture et bien sûr le sport. Le sport comme la part de la culture, parce que le sport, activité physique, c'est la part de la culture symbolique, bien sûr. C'est le patrimoine immatériel. Alors, ça fait part, ça c'est un élément de notre identité culturelle. C'est normal, c'est notre patrimoine culturel. En plus, qu'il y a pas mal de chercheurs qu'on peut mentionner maintenant, c'est pas seulement Robertson, pas seulement Beck et beaucoup d'autres, mais il y a aussi des chercheurs qui ont dit que plus le procès de globalisation soit fort, plus la volonté de retrouver des racines est plus forte aussi. Alors, vous voyez, ça nous permet de créer, disons, un système des influences réciproques, pas égales, comme je viens de dire, mais quand même de l'influence réciproque. Alors, si c'est vrai, en pratique, on peut voir comment les valeurs transmises par le sport traditionnel et de la culture régionale peuvent influencer, voilà, le niveau mondial. Alors, comment on le fait? C'est sûr,
il faut essayer. Il faut essayer de voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et ça, c'est le résultat. Voilà, ça, c'est le projet qui est appelé Traditional Sports. C'est en anglais, parce que la plupart des gens au monde qui parlent anglais, vous voyez, malheureusement, on parle en français, malheureusement, on parle en italien, mais on va voir dans le futur. Mais maintenant, c'est l'anglais. Et moi, au début, j'ai commencé à publier quelques articles en polonais dans le site internet. Et après un an, notre administrateur m'a montré le résultat. Combien de personnes ont lu des articles en polonais sur les sports traditionnels d'autres pays, d'autres cultures, d'autres continents, etc. Mais moi, j'étais choqué. J'étais choqué parce que dans mon travail à l'université, jamais avait, disons, une audience aussi large. Ah ouais, parce qu'il y avait de 5 000 jusqu'à 10 000 personnes qui lisaient ça en polonais. Et après, j'ai commencé à recevoir vraiment beaucoup de messages. Pourquoi c'est pas en anglais? Pourquoi nous, de l'Argentine, je sais pas, d'Éthiopie, nous ne pouvons pas lire ça en anglais? Alors, nous avons commencé à publier toutes ces informations en anglais. Et voilà, c'était le début. Maintenant, comment ça se présente maintenant? Alors, j'aimerais vous montrer le résultat d'aujourd'hui. Et alors je vous ai dit au début, c'était 10% de mon temps de travail, c'était ce projet-là. Et 90% c'était le travail à l'université. Maintenant, c'est à l'envers, complètement à l'envers. Parce que ça grandit complètement. Un jour, j'ai rencontré le professeur Pierre Parleba, vous le connaissez bien sûr. Il est ancien professeur de Sorbonne, de Paris. Nous se sommes rencontrés au Kazakhstan pour la conférence. Puisqu'il parle seulement français, moi je parle un peu français. Alors, merci, mais c'est pas le niveau que j'aimerais bien avoir. C'est bon, nous on a passé presque une semaine de parler sur une idée de la transmission des valeurs entre le niveau mondial, le niveau local et à l'OM. Alors on a discuté ça et il m'a dit, ouais, fais attention. Le jeu traditionnel, c'est le potentiel énorme. C'est plus de 100, de 10 000 sports traditionnels au monde. Peut-être plus. Alors, pour présenter tout ça, il faut que tu vis 2, 3 fois, 4 fois. Mais c'est bon. Moi, j'aime bien des situations comme ça parce que ça me donne une énergie pour résoudre, pas le problème, mais pour réaliser le projet. Et voilà, c'est pourquoi moi j'ai commencé avec ce travail en créant le site traditionalsports.org. Alors maintenant, bien sûr, ça c'est, vous voyez là, la diversité énorme. Vous avez 5 sports ici à Valle d'Aosta. Vous pouvez imaginer chaque région, au moins, ça c'est le nombre vraiment extraordinaire. Et c'est pourquoi ce site, ce projet, il a sa mission d'évaluer des choses comme ça. Alors, tout ce qui est lié à la situation, comment dire, claire, pour présenter quel est le but. Parce que le but est de présenter la valeur des sports traditionnels comme un élément de la culture immatérielle au niveau local, qui peut nous donner vraiment beaucoup au niveau mondial, au niveau régional aussi, bien sûr. Mais aussi, ça c'est le but un peu, disons, social. Parce que moi, je travaille à l'université, j'aime bien, et je me rends bien compte que le savoir, c'est le début de comprendre. Alors, si tu comprends quelque chose, comment c'est possible que tu vas respecter alors cette diversité. Alors, pour respecter, il faut connaître, il faut comprendre. Alors, pour ça, c'est notre rôle de présenter les sports traditionnels d'une façon plus complète possible, bien sûr. C'est pas possible de les présenter en même temps de tous les sports traditionnels, mais il faut essayer, il faut débuter, il faut commencer, il faut le faire. C'est pourquoi ce projet, le projet qui a, comme je viens de vous dire, a commencé avec la création de l'encyclopédie du sport traditionnel.
bien sûr, UNESCO a parlé de l'encyclopédie des sports traditionnels depuis des années 80, je crois. Valentina, ouais, voilà. Mais c'était pas missionnaire. Alors, ouais, c'était discuté, et c'est bien que c'était discuté, parce que ça nous a donné, disons, voilà, cette énergie de créer cette encyclopédie. Mais l'encyclopédie n'est pas créée par moi, elle est créée par des personnes de tout le monde, parce que maintenant, non, 5 minutes. Alors d'accord, je dois me concentrer sur des choses les plus importantes. Voilà, alors l'encyclopédie est divisée en continents. Alors vous pouvez chercher le sport un peu partout. Voilà, un exemple, il y a des sports. Ça c'est l'exemple de la région Pacifique, Australie, Pacifique. Vous avez Wakayama, Ido, et si vous cliquez ici, vous avez les informations sur le sport. C'est toujours la même chose, le même standard de l'information. Toujours le nom en langue native, la plage de pratique, l'histoire des rôles, l'importance, etc., etc. Et les ressources bibliographiques aussi. Alors, si quelqu'un voudrait savoir plus, peut le faire. Aussi, il y a des documents et il y a des galeries. Alors, il y a des photos, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est ce sport-là. Ça, un exemple de la promotion de boule de fort, dans ce cas-là. Mais on promouvoit chaque sport de la même manière. Et une des activités les plus importantes, c'est le calendrier des événements TSG, Traditional Sport and Games, au niveau mondial. Et nous publions ici les calendriers en 1924. Il y en avait presque 2000. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons dans notre calendrier plus de 700, presque 800 événements. C'est incroyable parce que tout le monde profite de ce calendrier. Des associations, des photographes professionnels par exemple, des agences de voyage. Ça c'est vraiment un impact réel pour transmettre cette valeur de sport traditionnel. Pour vous donner une idée, un seul poste de l'année passée, je ne sais pas si c'est visible ou pas, il a été découvert par 146 000 personnes au monde. Vous pouvez imaginer? Alors c'est quelque chose de vraiment incroyable. Nous publions des articles. Ça, vous pouvez voir les articles de Guy Jouin, par exemple, à propos de jeux de lutte au bâton, en français, en anglais, en grèce, toutes les langues du monde, si vous voulez. Ça, c'est l'article de Zélie Bouzi, de notre ami de Tunisie, qui a publié un article sur les scènes de jeux en Tunisie, africo-romain. Alors, ça, ce sont des articles scientifiques. Nous publions aussi des livres. Alors, ce sont tous les livres. Par exemple, Jelko Glijac, elle a publié le livre sur les sports traditionnels de Serbie. Alors, vous pouvez prendre ce livre, parce que ça, c'est libre accès. Tout le monde travaille non gagnant de l'argent. Alors, ils sont volontaires. Tout le monde est volontaire. Nous publions la littérature. Il y en a vraiment de plus en plus. Alors, ça, c'est Bolos, ça, c'est Falapugno, Kendo. Là, cette liste est vraiment très grande. Nous publions aussi exposition, photographie. C'est par hasard que vous avez des jeux et des sports français seulement ici, mais c'est par hasard. Alors voilà, ça c'est l'archive des boules de région parisienne, archive qui ont été envoyées par la Fédération française de jeux de boules. Pour ne pas les cacher dans des armoires, ils voulaient que ça soit visible. Alors voilà, ça c'est le résultat. Igor et Jules Langue de Sienne, alors ce sont des expositions. Mais l'autre initiative, d'après moi, une des plus importantes, c'est TSG Global Week. Alors ça c'est le mouvement, ça veut dire des partenaires qui décident d'organiser des événements dans différents pays pour montrer le potentiel du sport traditionnel dans le monde. Et ça c'est incroyable parce qu'il y a, vous voyez ici les partenaires, vous voyez les matins aussi parmi nous. Ah c'est super, thank you. Grazie Fabrizio. Fabrizio. Alors, ça c'est le mouvement, presque global. Ce que je viens de vous dire, ça c'est un événement qu'on a lieu
le 25 mai ici à Valle d'Aosta. Mais les partenaires qui sont engagés, il y en a beaucoup, Moldavie, Guinée équatoriale, Mexico, Géorgie, il y en a Lituanie. En Lituanie, par exemple, vous avez ici les transports de comitetas. Mais en Lituanie, nous avons 11 écoles qui vont créer vraiment un réseau des écoles. Et ce sera une initiative de formation pour des instituteurs, mais aussi pour des enfants, bien sûr, pour des enfants. D'accord. Nous sommes en train de produire aussi le matériel didactique. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer tout. Ça, c'est pour montrer la différence de l'arche, par exemple, au monde. Et parfois, nous expliquons quelques sports. Ça, c'est Yabusame pour expliquer comment. C'est pas seulement tir à l'arche qui est important, mais les vêtements, tout ça, parce que ça vient de créer l'ambiance culturelle de sport, de pratique du sport. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, parfois, voilà, ça c'est pour vous. Si vous pouvez identifier, par exemple, des jeux traditionnels avec des bols. C'est possible? 2, 3, le résultat? 1, 2, 3, 4. D'accord, la réponse est là. Alors, bagay, kiora, kichindon, et pato. Alors, nous produisons ce matériel pour user ça dans des leçons, par exemple, au lycée, mais à l'université, un peu partout. Ça, c'est l'occasion d'expliquer, parce que ça, c'est bagame, ça, c'est le jeu de bol écossais, par exemple. Mais kioraki, c'est des New Zealand. Alors, vous voyez, la diversité est énorme. Ça, c'est pour les enfants, mais pas seulement. En publiant, par exemple, des informations sur les termes qui sont bien connus partout, alors des termes qui présentent les sports traditionnels, bien sûr. Et encore, ça, c'est une initiative extraordinaire. Pour moi, une initiative une des plus belles. Parce que l'initiative qui est nommée Many Cultures One Game, ça veut dire, nous voulons montrer aux gens que c'est pas important que tu t'identifies avec Valle d'Aosta ou Pologne ou Mazovie ou Argentine. C'est pas la peine de se concentrer des origines. Alors nous sommes ensemble. Alors nous travaillons ensemble. Nous sommes des hommes. Alors il y a des jeux partout similaires. Bien sûr, les cultures sont différentes, mais parfois les jeux sont complètement les mêmes. Et je propose toujours, par la photo, quel est le nom de ce jeu dans votre pays? Et le monde nous répond. Alors ça, vous voyez, en effet, ça se passe une fois par mois. Alors je propose ce jeu pour tout le monde. Et des partenaires, il y en a beaucoup, hein, vraiment. Chaque partenaire, il y a des informations sur ce partenaire dans le site Richelieu Sport. Ici, vous avez l'organisation africaine de Guinée équatoriale, ici de l'Iran, ici de l'Australie. Et en fait, voilà, c'est une information. Ici, vous avez par exemple une organisation de Sierra Leone. Et en effet, bien sûr, les Blanca, les représentants. J'espère qu'un jour aussi, TED, peut-être, ou peut-être autre organisation, parce que ça c'est toujours ouvert, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas moi, c'est pas Fabrizio, c'est à nous tous de promouvoir nos activités. En fait, maintenant, nous avons des partenaires, 17 organisations internationales, 17, c'est important, mais ça c'est plus important. 53 organisations nationales, de Liban, d'Afghanistan, des États-Unis, de Russie, de tous les pays, presque tous les pays du monde. Et maintenant, nous sommes en train de procéder l'accès des autres. Alors, c'est plus ou moins, parce que ce n'est pas actuel. Moi, j'ai préparé ça il y a une semaine, mais maintenant, ce n'est pas actuel, parce que je devrais ajouter encore deux pays. Ça se développe très vite.
Et nous, en même temps, avec nos partenaires, nous organisons beaucoup d'événements dans tout le monde. Ici, vous avez la célébration du Jour des femmes, par exemple, en Espagne. Ici, vous avez l'Ancio di Maiorchino, Valle di Sicilia. Ici, un torneo de Uruguay et Mexico. Ça, c'est Guinée équatoriale. Ça, c'est Silambam international, un tournoi international en Inde. Ça, c'est un événement espagnol, Aranda de Duero. Alors, ça sera pour le juin. Et pour finir, médias, bien sûr, nous sommes présents un peu partout. Parce que si nous voulons avoir un impact réel, alors nous devons profiter d'un outil qui est proposé par le niveau global. Alors, nous sommes au niveau global en utilisant des moyens qui sont proposés par le niveau global, en mettant les textes et les valeurs régionales. C'est pourquoi nous avons bien sûr Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, X, si vous voulez, Pinterest. Et voilà, il y en a beaucoup. Alors, moi je stoppe ça. Pour le site, seulement pour vous donner une idée, depuis le 1er janvier, 34 000 personnes qui lisaient des articles dans le site. Alors c'est pour le mois, ça fait 12 000 personnes. Ça nous donne presque 400 chaque jour. 400 personnes chaque jour qui sont en train de découvrir les informations sur les sports traditionnellement. Moi, c'est super, et ça augmente toujours. Parce que moi, j'ai fait ce slide il y a 2 mois, et c'était 320. Maintenant, c'est 400 personnes. Grâce à Google Analytics. Alors, nous pouvons voir. Alors, maintenant traditionalsport.org, c'est le site où vous pouvez retrouver TSG Encyclopédia, vous pouvez retrouver ce calendrier des événements, vous pouvez trouver informations et matériel éducatif pour les écoles par exemple, littérature, vous avez des livres, vous avez des articles, on a une exhibition et bien sûr nous sommes aussi part des organisations internationales, spécialement AGEST. Nous avons parce que c'est aussi Fabrizio, nous avons l'honneur de travailler dans le conseil administratif de AGEST. Et voilà notre photo de la dernière assemblée générale. Mais Traditional Sports, c'est aussi la part de World Sport Confederation et aussi ISCA. Ça, c'est seulement pour vous donner une idée comment ça se développe. Donc, pour terminer, je voudrais vous donner encore une autre vision de cette initiative, parce que cette initiative, elle se développe très vite et vraiment, il y a toujours de nouvelles initiatives. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de travailler avec l'Université de Montpellier, de créer une sorte de, pas centre scientifique sur le sport traditionnel, mais nous voulons encourager des étudiants de préparer les thèses, par exemple, sur le sport traditionnel, de supporter des académiciens, des chercheurs, de trouver une inspiration pour le travail scientifique. Parce que vous voyez, le sport traditionnel, possède un aspect sociologique, un aspect anthropologique, ethnologique. Alors, des possibilités, il y en a énormément, beaucoup. Alors, c'est pourquoi nous voulons engager des scientifiques de différentes disciplines, disons, pour qu'on puisse être ensemble dans cette recherche sur le sport traditionnel. Et en plus, une autre sens de cette initiative est, avec l'Université de Montpellier, de trouver la possibilité de publier, par exemple, des ressources d'archives, par exemple. Alors, des fonds d'archives sur le sport traditionnel dans le site public. Ça veut dire en accès libre pour tout le monde. Et nous avons déjà parlé avec quelques départements en France et j'espère, je suis presque sûr que l'année prochaine, nous allons commencer une autre initiative de publier des archives publiques
sur le sport traditionnel. Au début, ça sera la France. Mais après, j'espère, je suis presque sûr, que ça sera aussi l'Italie et d'autres pays du monde. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment un coup d'œil sur ce projet. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Bien, merci. Il y a des questions quelqu'un veut demander. Est-ce qu'il y a le projet de mettre en place des allocations doctorales? Oui, bien sûr. Et alors, nous avons déjà commencé avec ça parce que il y a une semaine, il y avait un garçon de l'Université de Paris-Nanterre m'a contacté. Il est en train de préparer une thèse de doctorat. Il voudrait savoir quelque chose de plus sur le patrimoine immatériel traditionnel sport, comme le part de l'héritage, de patrimoine culturel. Ma question, c'était plus, de la même manière qu'il y a un processus de sportivisation, il y a aussi un encadrement doctoral en France de plus en plus infernal, c'est-à-dire qu'on ne peut quasiment plus aujourd'hui décider de faire une thèse en disant « je me débrouille, vous occupez pas de moi, je fais mon travail ». Aujourd'hui, il est quasiment impératif d'avoir une allocation financière pour pouvoir engager une thèse, qui est une aberration affolante. Et de ce fait-là, je me demandais si le dispositif prévoyait aussi de financer certains doctorats. Pourquoi pas. Maintenant, nous avons 14 projets internationaux sur le sport traditionnel. En 14, 12, quelque chose comme ça, 12 sports sur le sport traditionnel. Vous avez vu sur Remind, le partenaire polonais, c'est Traditional Sport. Nous avons Anti-Game, nous avons Tradi-Game, il y en a vraiment beaucoup. Alors, de l'argent, on peut le trouver. Ça c'est, d'après moi, ça c'est pas le problème si grand. Le problème véritable, c'est de présenter le sport traditionnel d'une façon vraiment professionnelle. De retrouver des gens avec cette information, parce que ça c'est quelque chose d'unique, ça c'est quelque chose, nous, d'après moi, nous même ne rendons pas compte de la valeur que nous peut porter le sport traditionnel. Moi j'ai entendu des interventions sur par exemple sur le jeu de fer, sur votre activité de roulette, c'est fantastique. Parce que c'est pas seulement un aspect sportif. C'est pourquoi je viens de dire qu'il faut d'engager aussi des scientifiques d'autres disciplines, comme par exemple ethnologie, anthropologie, etc. Merci. Merci beaucoup. Merci. Fabrizio, tu voulais Fabrizio, deux paroles parce que toi, en compétition. Je m'excuse, je dois partir, j'ai un match le matin sur Paris. Et si j'arrive trop tard, les copains. Et donc je profite pour vous saluer et vous remercier encore une fois. Et au revoir au plus vite. Merci. Merci Fabrizio. On conclut la conférence maintenant. Valentina Zingari, membre globalement pour UNESCO, repenser les jeux et sports traditionnels en tant qu'expression du patrimoine vivant. Le cas du mouvement tocatif entre communauté et processus de revitalisation. Tu veux le micro? C'est comme vous voulez. Moi, je vais essayer de sortir ma voix. Je ne sais pas si on a la présentation. Oui. Et alors déjà, je vous remercie tous d'être encore là un dimanche. Alors, Christian m'a demandé de parler français, mais la présentation est en italien pour ceux qui auraient du mal à suivre. Alors, d'abord, merci à Casimir qui m'a précédé et à tous les autres, parce que c'était 2 journées, 2 ou 3 presque, très riches, avec vraiment beaucoup de points fondamentaux qui ont été touchés. Et j'en profite déjà pour inviter certains d'entre vous au Tocati de l'année prochaine au festival, sur cette thématique des réseaux. Parce que vraiment, Casimir, là, moi, la question que j'avais, c'était
d'où vient l'idée de créer en fait une telle plateforme. Et c'est assez extraordinaire qu'aujourd'hui le web, on a parlé de globalisation beaucoup, nous permet de nous lancer dans des expérimentations qui sont surprenantes. Parce que c'est sûr que ce qu'on a vu là, avec toute cette effervescence dans un réseau virtuel, mais qui quelque part s'appuie aussi sur des réseaux qui sont très réels, qui sont très concrets, hein, parce que sans ça, ben, on n'aurait pas non plus cette participation. Donc Casimir nous a montré la geste. Alors moi, quand j'ai décidé de participer à ce colloque, d'abord c'était pour avoir vraiment l'honneur d'écouter et d'apprendre, parce qu'il y a des tas d'expériences, d'études, de recherches, des collègues qui font partie en plus d'une ère culturelle ici en Val d'Aoste, alpine, qui est vraiment très proche à mon cœur, parce que j'ai vécu pendant 20 ans en Savoie. Et d'écouter en fait, et de voir comment les réseaux s'entrecroisent entre les Alpes et puis le monde entier grâce aux jeux traditionnels, aux jeux et sports traditionnels. Donc c'est déjà ce cadre-là qui est à la fois géographique et thématique, qui est quelque chose sur lequel, à mon avis, il faut réfléchir. Parce qu'il y a d'un côté des territoires, les Alpes, avec des liens historiques très forts, que malgré les frontières, on a parlé pas mal de frontières ici pendant ces 2 jours, se retrouvent grâce à des projets, grâce à la recherche, grâce aux chercheurs et grâce aux hommes et aux femmes qui ont la capacité d'aller au-delà des frontières et de se retrouver autour de thèmes qui nous passionnent. Nous avons des sports très organisés en fédération, nous avons voilà, la présence de la FENT, qui a été un peu un point d'origine aussi pour l'association Jeux Anciens, dont je vais vous parler là. Et nous avons aussi des jeux qui sont très locaux, comme la lotte, qui sont liés plutôt à des rituels communautaires et qui nous aident aussi à mieux comprendre, quand on parle de patrimoine culturel, de jeux et sports traditionnels, de quoi l'on parle. Parce que ce n'est pas non plus escompté. Des fois, on utilise, nous tous, nous chercheurs, nous utilisons des termes ou des cadres conceptuels, mais parfois nous sommes, comme le dit Noël Salazar, lost in translation. Nous sommes un peu perdus dans la traduction. Donc je vais faire un effort, en fait, pour je dirais, accompagner cette tentative de repenser le jeu sport traditionnel en tant qu'expression du patrimoine immatériel, du patrimoine vivant, parce que vous savez qu'à l'UNESCO, qui est un grand chantier, l'UNESCO c'est un grand chantier, ce n'est pas un truc figé comme on peut le penser, comme parfois les chercheurs aussi le pensent, c'est un grand chantier de réflexion critique. Et en fait, on a décidé d'arrêter d'utiliser les termes patrimoine immatériel pour utiliser les termes patrimoine vivant. Mais ça, c'est pas quelque chose en fait qu'on a décidé comme ça, c'est officiel. Hein. Si vous regardez aujourd'hui, l'entité qui s'occupe du patrimoine immatériel s'appelle l'entité du patrimoine vivant. Donc c'est officiellement comme ça. Et pourquoi ces changements? Parce qu'on avait du mal, on était lost in translation, on avait du mal à transmettre de quoi on parlait quand on parlait du patrimoine immatériel. Les gens ne comprenaient pas parce que ça crée une opposition très néfaste entre matériel et immatériel qui n'a pas lieu d'exister. Mais ça, c'est notre histoire. Hein. C'est l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire de nos collections, de nos musées, de nos patrimoines. Alors, voilà. Je vais continuer. Alors, je suis là à représenter une association qui, en fait, est un peu sortie d'elle-même, quelque part. C'est l'association Giochi Antichi, qui a rencontré en 2000, qui naît en 2002 à Vérone, pour, comme dit le fondateur, Paolo Vigo, qu'on a vu dans la photo de la geste, parce qu'il fait partie de la geste, on est né pour sauver un jeu. Donc, la naissance, c'est la volonté d'une toute petite association locale, toute petite, de sauver un jeu traditionnel qui était en train de disparaître. Disparaître pourquoi? Parce qu'il y avait le tourisme à Vérone, on a vu Florence avec Dario Nardini, hein? On avait une marchandisation de la ville quelque part avec son patrimoine monumental qui faisait que en fait, les gens se sentaient dépossédés de leur patrimoine.
Et cette association naît pour récupérer les espaces du centre-ville qui n'étaient plus accessibles aux citoyens. Donc ça c'est très important, c'était un geste politique fort. Cette place-là n'est pas uniquement à l'usage des touristes, à l'usage d'un patrimoine qui est spectaculaire, mais c'est aussi notre espace à nous. Et donc voilà ce qu'on a vu un petit peu avec Dario Nardini et avec l'exemple de la lutte bretonne et du calcio fiorentino, la volonté de retrouver une intimité culturelle qui, à ce moment-là, était vraiment mise à mal. On est dans les années 2000. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne voulait pas du tout, mais alors pas du tout, travailler avec les touristes, bien au contraire. Et on voulait plutôt négocier des droits, en fait, au centre historique. Avec qui? Avec les politiques locales et les institutions. Mais on ne peut pas parler d'institutionnalisation dans ces cas-là parce que l'association a fait un choix très précis, rester une association avec un groupe informel de joueurs au cœur de l'association. Donc vous avez le groupe informel, l'association ONG qui, et là c'est le deuxième pas, rencontre à Geste et surtout Pierino Dodri. Parce que là, le Val d'Aoste, comme je vous disais, a un rôle très important dans cette histoire. Et c'est toujours intéressant. Moi, je travaille beaucoup, même si je n'ai pas le temps, ou presque pas, sur les biographies des associations culturelles, qui sont, à mon avis, une source extraordinaire. Là, on a vu de toutes petites associations qui se créent dans des villages pour même revitaliser un jeu ou le garder vivant, ou alors des groupes informels. Et en fait, Pierino Dodri, en 2007, quand donc Laga rencontre à Geste et Pierino dit bon, voilà, vous êtes arrivés avec un festival comme le Toccati, allez-y. Allez. Et il les a beaucoup encouragés à prendre la voie de l'international. Donc c'est à ce moment-là que l'association toute petite locale prend conscience du pouvoir que le jeu traditionnel pouvait avoir, non seulement pour reconquérir les espaces d'Onville, mais bien au-delà de ses frontières propres, de créer des réseaux beaucoup plus larges. Et tout de suite après la rencontre avec Ageste, l'association réunit des communautés pratiquant de jeux et sports traditionnels. Là, on en vient au concept de ludodiversité, qu'on a vu aussi, hein, de la diversité ludique, en se disant on ne peut pas rester coincé dans notre jeu. En fait, quelque part, vous voyez, prisonnier de notre discipline, de notre jeu, d'un seul jeu. On veut s'ouvrir pour rencontrer d'autres, mais d'autres quoi? Groupes sportifs? Non. Associations culturelles? Pas tout à fait. Donc ils se sont beaucoup interrogés et ils ont un peu, et ça c'est aussi un lien avec un geste, travaillé cette notion qui vient aussi de Parleba, de Pierre Parleba, qui a été cité ce matin, des communautés ludiques traditionnelles. C'était vraiment quelque chose que vous retrouvez en allant dans la langue. Je vous invite à visiter le nouveau site de l'association, où vous avez les manifestes Diag qui vient, comme un peu un manifeste presque politique, tout de suite dans Kissian. Alors là, qu'est-ce que c'est qu'une communauté ludique? Alors voilà, c'est expliqué un petit peu avec les manifestes qui donnent naissance à un mouvement qui est fondé sur l'idée que la communauté des pratiques doit rester au cœur d'un dispositif plus important. Et Aga commence comme ça à voyager à travers l'Italie pour rencontrer des joueurs. Mais alors, ce que je veux vous mettre en lumière là, c'est l'importance de ce voyage pour le réseau des relations que se tissent. Donc, ce n'est pas uniquement une connaissance de jeu, mais c'est un réseau de relations humaines entre les communautés qui naît là. Et dans ces mêmes années, alors ça c'est assez extraordinaire je trouve, parce qu'on a des correspondances dans les temps, mais pas uniquement pour les Toccati, mais pour beaucoup de mouvements de la société civile se formalisent dans ces années 2000, et vous avez dans les mêmes années la naissance de ce concept nouveau de patrimoine culturel et matériel. Et je crois qu'il y a trois points clés dans la définition, à l'article 2 de la Convention, que je vous invite toujours à, que je pense sont très intéressants pour nous tous.
D'abord, la définition des patrimoines vivants, c'est les communautés qui définissent ces patrimoines en le reconnaissant comme partie de leur patrimoine. Donc c'est les communautés au cœur de la démarche de reconnaissance patrimoniale. C'est un patrimoine qui n'est pas figé, donc on a quelque part, là aussi, les passés très importants, la mémoire, mais pas pour nous ramener en arrière, mais plutôt pour nous envoyer vers le futur. Donc ça, c'est très important, c'est le processus de récréation permanente qui est posé par la Convention. Et le troisième point, c'est très compliqué, on en parlait hier, c'est les sentiments au cœur de la définition. C'est un patrimoine qui procure un sentiment, un sens d'identité, de continuité. Ce n'est pas un patrimoine qui est basé sur l'expertise. Vous voyez, les experts arrivent et vous disent ce monument date de 1400, il faut le restaurer de cette manière, il faut le ramener à son état originel. Donc toute cette filière-là, qui est la filière dans cette patrimonialisation de l'objet, ou en fait de la collection, n'est pas valable, parce que ce n'est pas les experts qui vont définir la valeur. Donc il y a une crise, ça il faut bien le dire, il y a une vraie crise de l'autorité de l'expert qui est déclenchée par cette convention, mais ça c'est un autre sujet, donc on ne va pas y rentrer aujourd'hui. Alors je vous ai amené simplement quelques concepts clés. Quand on parle de communauté, pour la convention, de qui l'on parle? Alors comme je suis facilitateur accrédité dans ces grands chantiers de la convention, donc je me réfère parfois aux documents officiels. Ça, c'est aux slides officiels qui vous montrent des cercles concentriques. Alors, faisons le cas de la Ruota, qui est un cas extrême. Vous voyez, au cœur, la communauté, c'est d'abord la communauté des pratiquants, ceux qui pratiquent. Ça peut être des artisans, dans la lutherie de Crémone, ça peut être de bergers transhumants ou de chercheurs de truffes. Je pense au patrimoine matériel italien. Mais autour de ces pratiquants, de ces praticiens, il y a des communautés plus amples. C'est les passionnés, c'est les institutions aussi, qui soutiennent, ça on reviendra tout de suite après. C'est aussi la société civile dans son ensemble, tous les villages qui participent, même si les pratiquants, les joueurs sont une vingtaine, mais tout autour il y a un village entier et il y a ceux qui viennent de l'émigration des pays parfois très loin, et ça c'est quelque chose de très très important en Italie. Beaucoup de rituels, de fêtes, de jeux sont des moments d'inclusion forte. Les chercheurs qui viennent d'un pays d'à côté et qui disent je ne vais pas rater ces jeux. Donc tout ça c'est la communauté plus large, plus ample. Mais il y a aussi une grande complexité de cette définition. L'UNESCO a fait plusieurs réunions en essayant de trouver des solutions pour définir la communauté, soi-disant qu'on n'y est pas vraiment arrivé. Mais on a, et là c'est aussi repris par l'Europe, c'est tous ceux qui s'engagent dans la transmission d'un élément culturel en le considérant comme partie de leur propre patrimoine. Donc c'est des réseaux, et on en vient toujours à cette notion de réseau qui est si importante et fondamentale, et on voit qu'il y a aussi quelque chose d'important qui concerne l'histoire, la relation au temps. On a une relation historique partagée. Est-ce que le temps, le sentiment d'appartenir à une même histoire est quelque chose d'important? Est-ce que le fait d'avoir appelé l'association Giochi Antichi, parfois ça provoque des crises chez les amis de Hague, parce qu'ils se disent mais nous on est contemporains. Mais est-ce que cette profondeur historique n'a pas aussi sa valeur anthropologique, je dirais, pour motiver tous ces acteurs à se transformer en restant liés à quelque chose de profond qu'on pourrait voir comme un succès évolutif. Ce jeu-là est là depuis 400, 500, 600 ou plus d'années. Le jeu qui a donné naissance à l'art, c'est un jeu très ancien, c'est un jeu universel, global. Il existe dans les 4 continents avec des variantes qui sont extrêmement intéressantes, mais c'est aussi un jeu qui permet cette
qui a des variantes uniques. Vous voyez, la manière où on joue ce jeu à des rôles est unique. Donc il y a à la fois l'unicité, mais il y a aussi l'universalité. Ce qui fait qu'il y a l'appartenance, mais il y a aussi la possibilité de dialoguer avec le monde entier. On l'a vu avec la mort. La mort debout, la mort assise, la mort en fait avec de mots différents, avec des paysages sonores différents, mais c'est un jeu qui touche à l'universalité, parce que par les biais des migrations de Méditerranée, on trouve la mort à Cuba et en Amérique latine et dans beaucoup de pays du monde. Alors, la communauté patrimoniale, telle qu'elle est définie par la Convention, et là c'est très intéressant pour ce qu'on dira tout de suite avec la Val d'Aoste, c'est tous ces ensembles de personnes, c'est un réseau très ample qui implique aussi les institutions. Donc, c'est aussi les institutions qui sont parties de cette communauté, du moment où il y a un engagement public, institutionnel, à soutenir, mais soutenir quoi? Ça, c'est le point aussi. Soutenir les efforts des communautés. Alors ça, par contre, on en revient à la Convention de l'UNESCO, qui reconnaît à quel point c'est important qu'il y ait d'abord la société civile qui garde, quelque part, la maîtrise, l'ownership, la propriété un petit peu, et là, c'est aussi important la notion des présidios en Italie, parce que ça permet, en fait, à l'institution de bien respecter certaines limites. Et là, on en vient au processus d'institutionnalisation et de sportivisation, qui est aussi très intéressant. Donc, en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas tellement les communautés en soi-même, mais les réseaux de relations qui rattachent une communauté à des expressions patrimoniales, un patrimoine. Et donc, il y a cette slide qui est très belle, qu'on utilise beaucoup dans les formations, et qui montre à quel point, en fin de compte, la communauté n'existait pas en tant que telle, mais dans un réseau de relations à telle expression patrimoniale. Vous voyez, il y a c'est comme un circuit, c'est comme un grand circuit. Et ce qui est important, c'est que ces sentiments d'identité ne s'arrêtent pas au simple sentiment, mais ça peut devenir aussi, ça peut générer, en fait, des ressources et une économie. Et c'est ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport à l'économie. Comment faire en sorte que notre économie du futur, et là, les jeux de sport traditionnels sont un bon exemple, soit à la fois respectueuse de ses limites, mais que ça puisse aussi créer des ressources, créer une nouvelle économie. Comment faire en sorte que tout ça puisse générer de l'économie? Comment faire en sorte que dans les villages de montagne qui sont dépeuplés, les gens puissent revenir vivre parce qu'il y a des fêtes, des rituels et des traditions qui génèrent une économie? Et ça, c'est les grands sujets sur lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui au sein de la Convention. Et on en vient à une autre notion fondamentale, qui est la notion de sauvegarde. Je ne vais pas bien sûr m'arrêter, mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de différents points qui sont... C'est une définition très large. Ça n'a rien à voir avec la conservation du patrimoine ou la tutela, comme on dit en Italie. On ne conserve rien, on ne protège même pas d'une certaine manière. On protège juridiquement les droits des communautés. Mais en fait, on doit surtout s'intéresser à quoi? À la vitalité. Et c'est pour ça que la question de la revitalisation est si importante. Mais qui décide que telle pratique doit être revitalisée? C'est la communauté même, qui décide que c'est important pour sa vie. Donc ça, on en vient aussi à la notion de bien-être communautaire. Alors, un autre outil important, c'est la question éthique. La Convention, comme les pays qui ont ratifié la Convention ne respectaient pas souvent les engagements, la Convention s'est dotée de 12 principes d'éthique qui sont très intéressants pour nous, les chercheurs, parce que nous donnent aussi des repères au niveau de la relation dans nos communautés, qui parfois sont considérées ou utilisées comme des sources, sans respect, souvent, en fait, je dirais même, par la propriété, entre guillemets, des données qui sont générées dans la relation aux communautés. Donc, ces 12 principes d'éthique sont aussi importants pour la production des codes d'éthique. Et
quelque part, si vous voulez, comme pour la Convention pour la sauvegarde de la biodiversité, pose une question fondamentale, le partage des bénéfices. Et ça, c'est très important, parce que vous savez, parfois, quand un État ratifie la Convention et inscrit un élément dans les listes, il y a une sorte d'appropriation de la part des institutions. Et il y a des cas, moi j'en connais plusieurs, où ce partage des bénéfices n'est pas vraiment respecté. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Signifie qu'il faut protéger les intérêts. Alors, pensons à un fromage d'alpage qui est produit en haute montagne, parce qu'on n'a pas que le jeu, il y a aussi l'alimentation. Ben, il faut le protéger quelque part. Il faut que cette filière de production soit aussi reconnue comme un patrimoine. Et donc, on dit aujourd'hui que les AOP, par exemple les appellations d'origine protégée, sont des mesures de sauvegarde du patrimoine immatériel vivant. Pourquoi? Parce que sans cette économie-là, cette ressource, cet artisanat aurait disparu. Et avec cet artisanat, tous les milieux naturels transformés par l'homme qui va avec. Là, on est en Val d'Aoste, comme c'est bien parlé ici, des fromages et des alpages. Donc, la nature dynamique du PCI. Et vous voyez, c'est très important aussi, et là, on a vu plusieurs processus de coopération. La question de la sauvegarde implique aussi la coopération avec toutes les parties intéressées. Donc, engage les institutions, cette fois-ci, les communes, les régions, les États, dans des processus de participation. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le jeu sport traditionnel? Parce que là, ça aussi, c'est... C'est vrai que l'UNESCO a fait des efforts pour une définition. Là, je n'ai pas mis les slides parce que c'était trop long. Depuis les années 80, effectivement, l'UNESCO a initié avec d'autres mesures normatives à essayer de définir les jeux sport traditionnels comme des expressions du patrimoine. Mais avec le Tokati et avec le réseau des 5 pays qui ont participé à cette candidature, on est arrivé à cette définition que je trouve très intéressante toujours. On parle des pratiques vivantes qui sont enracinées dans la vie des communautés. Ils existent dans un milieu non professionnel, dans la vie quotidienne, mais aussi dans des contextes rituels et festifs, renforcent la participation, l'empathie, la cohésion et le dialogue entre les cultures. Et après, il y a tout le côté santé, expression du corps, qualité de la vie, santé, bien-être. Tout doit partir. 5 minutes. Je vais vite. Donc c'est important ça, parce que, en fin de compte, on a vu, je me réfère toujours au cas de la ruota, parce qu'il est très... mais aussi la roulette qu'on a vu hier. Vous voyez tous ces mouvements étranges qu'on fait, grimper à l'arbre, plonger dans une fontaine. Mais en réalité, c'est extrêmement important tout ça. D'abord, c'est rappeler à la communauté et à soi-même à jouer avec son corps, prendre des risques, dépasser la peur, dépasser les risques. Et dans la société contemporaine, ça, c'est quelque chose qui se perd. Donc, c'est très, très important. Jouer aussi avec les villages, les rues, les arbres, les murs, tout ça. Donc le corps du village, le corps de l'homme, tout est mis en jeu. Et donc ça, si vous voyez dans la définition qu'on a trouvée pour le Tokati, on a essayé dans quelques lignes, parce qu'on avait très peu de mots, de mettre tout ça. Alors, ceci ne signifie pas qu'il n'y ait pas de professionnels qui peuvent être engagés dans les sports traditionnels ou dans les jeux. Mais la réalité communautaire non professionnelle du jeu est très importante comme une dimension culturelle fondamentale. Des contextes. On a parlé, c'était je crois Silvio qui posait une question sur le contexte d'hégémonie et comment les jeux et sports traditionnels ont été pendant longtemps considérés effectivement comme des expressions culturelles subalternes. Ça, c'était très important dans la naissance de Tokati. Donc, c'est important aussi d'y revenir. Dans le processus de modernisation, d'industrialisation, de mercification, marchandisation,
de standardisation, de sportivisation en tant que processus de standardisation, c'est sûr que ces expressions-là ont été marginalisées. Ont été marginalisées simplement par l'urbanisation. Les populations ont quitté les campagnes, ils sont rentrés en ville et donc beaucoup de choses ont changé. Pourquoi Tokati ramène vers la ville tous ces villages, toutes ces campagnes qui sont autour, qui font partie du réseau, pour réinsérer dans le corps social de la ville en fait, les groupes sociaux, les communautés d'une culture rurale paysanne qui a été fondamentale, qui constitue notre, je dirais, mère commune. Et l'idée, c'était de le faire dans une volonté forte de ne pas être ramené vers le passé, donc folkloriser, être en fait considéré comme culture populaire au sens où les siècles 1900 là, en fait, produit aussi au niveau anthropologique, mais changer les imaginaires en en créant un événement pleinement contemporain. Donc ça, c'est aussi un autre défi, et je pense que ça intéresse beaucoup tout le monde ici dans cette salle, comment faire en sorte d'éviter, parce que c'est très important, par exemple, d'avoir des costumes ou d'utiliser, mais les risques, je vois à l'Italie avec les réévocations historiques dans le calcio storico, les risques c'est d'être un peu figé, comme une réévocation historique, donc un reenactment, comme disent les Anglais, et de perdre cette force, cette puissance contemporaine, où en fait aussi la créativité a tout son droit de parole et son pouvoir de transformation, son pouvoir transformatif. On est donc dans un contexte, vous savez bien quelles sont les émergences de la planète, hein, la durabilité. On a des jeux qui sont durables, qui utilisent des matières naturelles, qui ne polluent pas, qui sont inclusifs. On n'a pas besoin d'argent pour venir jouer au fiolet, alors qu'on a besoin de pas mal d'argent pour aller jouer au tennis ou au foot. Donc tous ces éléments-là sont fondamentaux. Il faut les revendiquer. Moi, j'ai des communautés autour de moi qui jouent dans la rue et disent ben, nous, c'est le seul endroit où tous les enfants migrants peuvent venir jouer sans besoin de payer quoi que ce soit et sans même connaître la langue, parce que les jeux permettent à tout le monde de jouer, même si on n'a pas encore la maîtrise de la langue. Donc, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Donc, la Convention, les patrimoines vivants est pleinement aujourd'hui engagé dans la bataille, je dirais, pour la durabilité. Et on a un chapitre de nos directives opérationnelles qui sont consacrées à ces liens. Et en 2014, donc, avec les projets de candidature, on commence à réfléchir à ces thèmes-là. Qu'est-ce que c'est que de considérer les jeux traditionnels comme un patrimoine vivant? Là, vous avez les films que je vous invite à voir en ligne avec Pere La Vega, tous nos agestes qui racontent ce que c'est pour eux le Tokati. Et cette vision culturelle de jeu engage quoi? De nouvelles saisons de recherche-action, avec la tentative de recentrer le jeu et sport dans leur contexte. Donc, la considération des risques, des menaces perçues par les communautés, hein, c'est pas nous, c'est eux, des méthodologies de recherche qui se renouvellent, en tenant compte des limites aussi de l'institutionnalisation des droits des communautés, ces patrimoines vivants qui deviennent un terrain d'expérimentation, mais aussi de documentation renouvelée, en reliant le jeu à leur contexte, environnement, linguistique, artisanat, alimentaire. Le fait de mettre en projet des mesures de sauvegarde et aussi des pratiques éducatives. Alors, là, pour terminer, je vous fais un exemple. C'est une recherche qu'on vient de terminer sur les liens entre le jeu traditionnel et l'alimentation traditionnelle. Ça, c'est un cadeau pour les centres, pour Saint-Nicolas. Et ce qui est intéressant, c'est que on a essayé, avec ce travail à travers toute l'Italie, d'aller étudier non seulement le jeu, mais les contextes plus généraux dans lesquels ce jeu se joue. Et donc c'est un contexte festif, rituel, c'est aussi un contexte alimentaire, parce que très souvent, on le sait avec le terzo tempo, on mange quand on joue. Mais qu'est-ce qu'on mange? On ne va pas manger McDonald's, hein? On va manger quelque chose qui est lié aussi à l'économie locale et à des choix culturels.
que la communauté fait. On prépare certains plats. Et si on les prépare ce jour-là, le jour d'une fête ou d'un jeu, c'est pour revenir en fait à cette notion très importante d'appartenance. Le sentiment d'identité et de continuité. C'est un sentiment. Ce n'est pas l'identité essentialisée. C'est quelque chose qu'on partage au niveau en fait du sentiment d'un groupe. Et que parfois on a du mal à saisir ou à définir ou à reconnaître même. Et alors, non, là, ah oui. Alors, Tocati, qu'est-ce que c'est? C'est un grand réseau, en fait, qui est généré d'un festival. Comme je vous disais, à l'origine, il y a aussi le Val d'Aoste, la Fente, Pierino d'Audry. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation assez intéressante au niveau politique. C'est-à-dire qu'on est reconnu à l'UNESCO. Donc on a un soutien de 5 pays qui ont porté le dossier, mais en même temps, on a vraiment besoin de comprendre à quelle échelle politique on veut s'organiser au niveau de la gouvernance du processus. Et on s'aperçoit que les réseaux des institutions les plus proches et qui ont plus, quelque part, intérêt à soutenir un tel projet, c'est le niveau communal et régional, donc local. Ceci n'empêche pas du tout la dimension internationale ou globale du projet. Et donc, ce qu'on fait en ce moment, on a, en fait, quelque part, AGA est en train de plus en plus de comprendre qu'il faut totalement sortir quelque part de soi-même. Et en fait, on a l'idée de créer des réseaux régionaux qui puissent travailler avec ces registres de l'UNESCO, parce que pourquoi Tocati a été inscrit à l'UNESCO? Pour éviter, en fait, entre guillemets, l'essentialisation qui est parfois risque des listes de l'UNESCO, des listes avec des éléments, et travailler davantage sur des dynamiques de sauvegarde, donc sur le partage de pratiques. Une pratique de sauvegarde, c'est sûrement les plateformes, les réseaux sociaux, les réseaux, en fait, les réseaux virtuels. Ça, c'est une dimension. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait énumérer. Mais ce qui est important, c'est que les politiques, au niveau local et régional, surtout peut-être régional, parce qu'on a vu à quel point les lois régionales, on en a une dans la région de Vénétie, qui, entre guillemets, oblige l'institution, parce qu'il faut bien parler, et les politiques, à dire ça c'est important. Pour qui? C'est important pour tous ces gens qui jouent, mais qui ne font pas que jouer. Ils sont en train de transmettre aux générations à venir un patrimoine qui est dans nos mains et qui n'est pas à conserver dans un musée ni à protéger comme un monument. C'est un patrimoine vivant. Mais sans les politiques, on n'ira nulle part. Parce que, bien évidemment, tout ça c'est très beau, mais les jours où en fait ces lois régionales ne correspondent pas à des fonds, ben, ça sera difficile de pouvoir continuer. Donc on aura les privés qui pourront s'engager, on a beaucoup de sponsors d'un événement, un Tocati Festival, mais le processus dans son ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a inauguré en 2010, en 2017, des journées, mais plusieurs des personnes qui sont dans cette salle ont participé. C'était les journées du patrimoine immatériel du réseau Tocati qu'on a fait à plusieurs endroits en Italie pour sensibiliser, faire émerger des expériences et se mettre nous tous dans une situation de mise en projet. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Comment veut-on travailler? Depuis donc, les années sont passées, Tocati a été reconnu. Donc aujourd'hui, on repart sur une perspective régionale en Val d'Aoste avec les communautés de la Fente et de la Lotte sur des moments en fait de mise en projet. Hein, je parlerai presque d'un pouvoir culturel de jeux et sports traditionnels pour un développement régional et territorial qui soit fondé sur la culture. Parce que s'il y a une chose sur laquelle on s'est trompé depuis 1992, depuis Rio de Janeiro, c'est qu'on n'a pas mis la culture dans les 4 piliers du développement durable. Alors que la culture, c'est le socle. Parce que si on veut que des peuples comme la Corse, la Bretagne, tous les Basques, tous ceux dont on a parlé ici, soient vraiment reconnus, il faut partir par le respect de leur droit à la culture, à une reconnaissance culturelle.
pensons à la souffrance de la langue, qui n'est pas reconnue encore par l'État français. Donc peut-être on y arrivera un jour, mais ça sera long. Donc vous voyez, c'est très très important. Aujourd'hui, on parle alors aujourd'hui, on est en train de travailler avec Mondiacult, la conférence mondiale sur la culture de l'UNESCO, enfin des Nations Unies, hein, parce qu'il n'y a pas que les conventions de l'UNESCO qui sont impliquées. On parle d'un goal, un des objectifs du développement durable sera un objectif culturel. Ça ne suffit pas en réalité. En fait, on essaie de récupérer de cette manière un manque d'origine. Ce manque d'origine, il faut qu'on soit nous, bottom-up, en fait, d'en bas à le revendiquer. Là, on a des personnes qui s'occupent de musique traditionnelle. La musique elle est traditionnelle. En fait, après ce qui s'est passé au 18e, au 19e en Europe avec d'autres musiques, d'accord, mais dans le monde entier, la musique de tous les peuples de la Terre, c'est une musique traditionnelle d'abord. Donc la tradition est à la base de tout. On en parle souvent, les traditions culturelles sont, je dirais, le fond du processus évolutif de l'humanité, dans le domaine ludique, comme le domaine musical, comme alimentaire. Donc je pense que cette réalité-là, ben, il faut la faire valoir au niveau en fait de cette capacité qui peuvent avoir les groupes. Hein, la Convention me parle des groupes, communautés, individus, groupes, individus, communautés, de revendiquer des droits à la culture. Et je pense qu'on est sur la bonne route, parce que si une candidature comme le Toccati est passée dans les registres de bonnes pratiques, ça n'a pas été facile. C'est la première en Italie. On n'a pas utilisé encore beaucoup ces registres. Et ces registres, en fait, il est un outil fondamental, parce que vous voyez, au lieu de travailler sur chaque élément, chaque expression qui est reconnue, travaille sur des dynamiques beaucoup plus amples de sauvegarde. Garder vivant ce patrimoine qui n'est pas ni figé, ni, comment vous dire, mais qui est un mouvement permanent. Et nous, je pense que les chercheurs en anthropologie et en discipline humaine, nous avons un rôle de médiation très important. Et c'est un rôle qui n'est pas souvent compris, qui n'est pas souvent utilisé à la hauteur de son pouvoir. Et donc, moi, j'invite tous les collègues qui sont là, qui sont dans les universités, à se joindre un petit peu à cet appel, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui. On a beaucoup parlé des recherches, et c'est une journée d'études, donc on est dans un lieu de recherche. La recherche a un rôle fondamental à jouer. Il faut renouveler aussi ces méthodologies de recherche, parce qu'impliquer les communautés, ce n'est pas simplement travailler avec les communautés, c'est différent. Et on n'a pas toujours les outils. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Convention aujourd'hui, par le biais de ces grands chantiers internationaux, nous propose des outils qui sont très innovants et qui nous aident à joindre en fait à la connaissance de quelque chose de la sauvegarde. Et à mettre ensemble, en fait, à faire en sorte que la connaissance soit au cœur d'un processus qui est aussi politique et qui a un pouvoir révolutionnaire, même si c'est un mot qui n'est pas toujours bien vu, mais c'est un pouvoir de changement important. Donc déjà, j'espère avoir pas été trop longue, mais je suis prête à répondre à toutes les questions. C'est la fin d'une longue, mais je pense que vraiment on a beaucoup à faire, beaucoup à construire tous ensemble. Donc je vous invite au prochain Toccati avec l'invité d'honneur Nouvelle-Zélande et les peuples maoris, avec une délégation de 50 maoris qui vont arriver à Vérone. Donc il faut que vous veniez découvrir cette culture qui a, d'ailleurs, il faut que je n'en parle Casimir, on est en plateforme parce qu'ils ont des jeux incroyables. Ils ont même le jeu au cœur de leur système éducatif. Ils sont, dans notre pays, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, en Pologne, c'est pas évident. C'est pas des années. Ouais. Alors, il y a une semaine, Madame la ministre de l'Éducation m'a promis de commencer un expériment pédagogique, d'introduire quelques heures de la pratique du sport traditionnel aux écoles primaires. Fantastique. Après tant d'années. C'est grave. Mais on espère. Oui, alors là, je voulais amener aussi, en fait, comment on reviendra en Val d'Aoste le 31 pour une journée du Toccati, parce que les journées de l'immatériel aujourd'hui deviennent les journées du Toccati.
Et en fait, on fera cette journée et peut-être qu'on pourra partager aussi des outils vidéo, audio. On fait des expérimentations dans les écoles, donc là aussi on peut en parler, où en fait on a essayé de faire en sorte que non seulement le jeu traditionnel rentre à l'école, mais aussi que les étudiants deviennent chercheurs et qu'ils aillent documenter leur jeu traditionnel. Donc on a créé avec le ministère de la Culture, on a participé à un projet qui s'appelle Cinéma. Et les enfants de 3 écoles ont filmé eux-mêmes toute la partie préparation, jeu et terzo tempo. Et ils ont produit un petit vidéo qui est très sympa sur ces 3 jeux, mais c'est eux-mêmes qui ont fait tout, sauf le montage final qui a été fait par un professionnel. Et donc ça, c'est pour dire que le jeu n'est pas que l'éducation physique. Vous voyez, il faut de l'histoire, de la géographie, apprendre aussi à documenter, devenir chercheur. Donc, il y a un programme de l'UNESCO, de la conférence, qui s'appelle Living Heritage and Education. On est en train de faire pas mal d'expérimentations dans les écoles du monde entier. Donc, ça aussi, on pourrait essayer avec le Val d'Aoste et la FENT, qui a beaucoup de travail qui est fait dans les écoles, d'en parler pour l'avenir. Merci. Bien. Je passe la parole à Christiane, je crois, pour les remerciements. s'il y a une discussion finale. Alors, on a le repas qui nous attend en bas, donc je ne vais pas être bien longue. Je voulais juste remercier tous les présents et remercier la FENT, en particulier Guido Théodule, la EGEST, Fabrizio Viera qui a été très présent aussi dans l'organisation du colloque, vous tous, et tous ceux qui maintenant ne sont pas là, les collaborateurs, les bénévoles de Saint-Nicolas, la junte communale, le conseil communal, qui nous ont prêté tous les locaux et qui ont permis que tout cela se fasse. L'assessorat à la culture. Et j'oublie certainement beaucoup de personnes. Je crois que les journées ont été très riches. J'espère qu'on aura encore l'occasion de continuer la conversation et les échanges en bas en mangeant quelque chose. C'est un petit repas rapide, juste comme ça, pour qu'ils devraient partir rapidement, comme ça on peut quand même partager quelque chose. Et qu'on ait la possibilité de prolonger nos échanges par la suite, par d'autres biais. Et surtout parce qu'on aura quand même aussi on a au programme de publier les actes de ces 3 journées. Donc voilà, je vais revenir vers vous dans quelques semaines avec quelque chose de plus structuré pour vous proposer d'écrire quelque chose. Et je remercie aussi Radio Bicca et en particulier les 2 frères Comé, André et Michel qui sont là, qui nous ont assistés pendant 3 jours, qui ont tout filmé, enregistré, mis en direct et géré tous les problèmes techniques qu'il y en a tout le temps, et donc bravo à eux aussi. Et voilà. Et comme il y a des quiches chaudes, je pense On y va. qu'on peut préparer.